Bonjour à tous. L'acquisition de fortune passe nécessairement par 13 étapes. Comment Napoléon Hill le sait-il? Eh bien, à l'aube du XXe siècle, chargé par le grand magnat de l'acier et philanthrope Andrew Carnegie d'examiner s'il y avait une similitude de croyances et d'actions chez les nouveaux millionnaires les plus riches d'Amérique, Napoléon Hill a passé une vingtaine d'années à étudier ces personnes. Il a découvert qu'il y avait des idées et des actions en commun entre ces personnes. À l'origine, il a publié ses réflexions en 1926 dans une série de livres appelés Les lois du succès. Plus tard, en 1937, il condensa ses idées en un seul volume compact intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Depuis lors jusqu'à maintenant, de nombreuses générations ont été influencées par sa philosophie. Qu'en sera-t-il de vous et de moi? Étudions donc ensemble ces idées et ces philosophies contenues dans ce livre « Réfléchissez et devenez riche ». Tout commence par la pensée. Écoutez donc l'histoire de l'homme qui, grâce à ses pensées, est devenu l'associé du grand inventeur Thomas Edison. Il y a un peu plus d'un siècle, Edwin Barnes avait découvert que les hommes peuvent réellement devenir riches grâce à leurs pensées. Sa découverte n'était pas venue toute seule. Elle était venue petit à petit en commençant par un désir ardent de devenir l'associé du grand Edison. Son désir était bien défini, travailler avec et non pour Edison. Cependant, deux obstacles se dressaient sur son chemin. D'abord, il ne connaissait pas Thomas Edison et de plus, il n'avait pas assez d'argent pour payer son trajet en train jusque dans le New Jersey où se situait le laboratoire d'Edison. Ces obstacles auraient suffi à décourager la plupart des gens, mais il ne s'agissait pas d'un simple désir ordinaire. Barnes allait les surmonter. Il était tellement déterminé à exaucer son souhait qu'il décida de voyager en sautant clandestinement dans un train de marchandises plutôt que de se laisser abattre. Il se présenta au laboratoire d'Edison et annonça qu'il venait faire affaire avec l'inventeur. Quelques années plus tard, relatant cette première rencontre, Edison va raconter: « Il se tenait debout, là devant moi, et ressemblait à un type ordinaire. Mais quelque chose dans l'expression de son visage me donnait l'impression qu'il était très déterminé à obtenir ce qu'il venait chercher. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire réellement et profondément une chose et qui est capable pour l'obtenir de jouer tout son avenir sur un simple coup de dé est sûr de gagner. Je lui ai donné la chance qu'il demandait parce que j'ai vu qu'il était fortement déterminé à réussir. Les événements m'ont donné raison, a déclaré Thomas Edison. Ce que le jeune Barnes a déclaré à Edison à cette occasion était bien moins important que ce qu'il pensait. Edison lui-même l'a dit. Ce n'est pas l'apparence du jeune homme qui lui a valu ses débuts dans le bureau de M. Edison, car elle aurait plutôt joué contre lui. C'est ce qu'il pensait qui a pesé dans la balance. Si la signification de cette phrase pouvait être transmise à chaque personne qui regarde cette vidéo, il ne serait même pas nécessaire de continuer ce résumé. Cependant, Barnes n'avait pas obtenu tout de suite ce qu'il voulait avec Edison lors de sa première entrevue. Il avait eu la possibilité de travailler dans les bureaux d'Edison à un salaire plus qu'ordinaire. Il y accomplissait des tâches qui étaient sans importance pour Edison, mais des plus importantes pour M. Barnes, car cela lui donnait l'occasion de faire étalage de sa marchandise pour que l'associé qu'il espérait puisse les remarquer. Les mois passèrent, apparemment rien ne permettait à Barnes de se rapprocher du but qu'il s'était fixé. Mais quelque chose d'important se précisait en lui. Son désir de devenir l'associé d'Edison s'intensifiait au cours du temps. Les psychologues ont dit avec justesse que lorsqu'on est vraiment prêt à obtenir une chose, celle-ci vient toute seule. Barnes était prêt à cette collaboration avec Edison et il était déterminé à le demeurer jusqu'à ce que son désir se réalise.
Il ne se disait pas à quoi bon, je ferais mieux d'abandonner et me concentrer sur ma place de vendeur. Au contraire, il pensait ceci: je suis venu ici pour devenir l'associé d'Edison et je ferai tout pour atteindre mon but, même s'il faut y consacrer le reste de ma vie. Il le pensait vraiment. Napoléon dit que l'histoire des hommes serait bien différente si seulement ils avaient un seul but précis et s'y tenaient suffisamment longtemps jusqu'à ce que cela devienne une obsession. Le jeune Barnes l'ignorait peut-être à cette époque, mais sa détermination et sa pertinence à réaliser son désir allaient avoir finalement raison de tous les obstacles et lui apporteraient l'opportunité qu'il venait chercher. L'opportunité qu'il attendait se présentait enfin, mais pas du tout sous la forme qu'il avait imaginée. C'est l'un des trucs qu'elle nous joue, vous savez. L'opportunité entre dans notre vie par la porte de derrière et bien souvent sous forme de malheur ou de défaite temporaire. C'est probablement pour cette raison que beaucoup de personnes ne la reconnaissent pas. Edison venait d'inventer une nouvelle machine de bureau, connue à l'époque sous le nom de machine à dicter d'Edison. Maintenant, elle s'appelle l'Ediphone. Ses vendeurs n'étaient pas très enthousiasmés par cette machine. Ils ne croyaient pas qu'ils pourraient la vendre sans déployer de grands efforts. Barnes sut que c'était l'occasion à saisir. Il savait qu'il pourrait vendre cette machine à dicter d'Edison. Et il le dit à M. Edison, qui le laissa courir sa chance. Il la vendit si bien qu'Edison lui en confia le marché pour tout le pays. Cette collaboration dura pendant plus de 30 ans et rendit M. Barnes riche financièrement, mais ce qui est infiniment plus important est qu'il a prouvé que quelqu'un peut vraiment réfléchir et devenir riche. Barnes a gagné combien grâce à ce désir exactement? Lui seul le sait. Peut-être 2 ou 3 millions de dollars. Mais cette somme, aussi élevée soit-elle, devient insignifiante comparée à la richesse inestimable que Barnes avait acquise. La connaissance certaine qu'une impulsion intangible de pensée peut se transformer en son équivalent physique si l'on agit suivant certains principes connus. Il s'était littéralement imaginé en associé du grand Thomas Edison. Il désirait faire fortune. Il n'avait rien d'autre pour commencer que la capacité de savoir ce qu'il voulait et la détermination de persévérer jusqu'à ce que son désir se réalise. Pour commencer, il n'avait pas d'argent. Il n'avait reçu que peu d'instructions. Il n'avait pas de relations. Mais il avait l'esprit d'initiative, la confiance en soi et la volonté de gagner. Avec ses forces immatérielles, il avait fait de lui-même le premier associé du grand inventeur Thomas Edison. Je suis sûr que vous l'avez deviné. L'étape incontournable, la première, c'est le désir ardent. Quel est votre désir le plus ardent? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour le réaliser? Barnes était prêt à consacrer le reste de sa vie juste pour devenir l'associé de Thomas Edison. La deuxième étape incontournable dans l'acquisition du succès et de la fortune, c'est la foi. Si vous vous demandez si la foi peut déplacer effectivement les montagnes, je vous invite à considérer l'histoire du Christ Jésus ou de Mahomet ou encore du plus commun des mortels Gandhi. Jésus a vécu 33 ans sur la terre. Il a exercé 3 ans de ministère. 2000 ans après, des milliards de vies sont touchées et continuent d'être touchées. Et je suis sûr que ça va continuer si Jésus tarde toujours à venir. Ne vous méprenez pas. L'évangile du Christ n'est pas juste un courant de pensée ou une mode ou même un désir ardent. Ça s'appelle la foi, dans sa toute puissance. Et oui, elle déplace les montagnes. Essayez-la donc et vous m'en direz des nouvelles. La foi est le seul antidote contre l'échec. Et à ce jour, la seule méthode connue pour développer volontairement sa foi est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. Cela s'appelle l'autosuggestion. On appelle l'autosuggestion toutes les suggestions et tous les stimuli que l'on s'adresse à soi-même et qui, par l'intermédiaire des 5 sens, atteignent notre cerveau. C'est l'excellent moyen pour développer sa foi en son désir. Rappelez-vous que le subconscient est comme un jardin fertile où les mauvaises herbes poussent à foison si l'on néglige d'y ensemencer des cultures plus désirables. Par l'autosuggestion, un individu peut nourrir son subconscient de pensées créatives ou au contraire, par négligence, permettre à des pensées destructives de croître dans le jardin fertile de son esprit. Les pensées mènent à des desseins. Les desseins engendrent l'action. Les actions créent les habitudes. Les habitudes forment le caractère et le caractère fixe votre destinée, a déclaré Tyrion Edwards. Il vous faut également une chose très importante.
la connaissance spécialisée, ou devrais-je dire les connaissances spécialisées. Il existe deux sortes de connaissances, les connaissances générales et les connaissances spéciales ou spécialisées. Les connaissances générales sont acquises généralement dans les écoles et les universités. Les connaissances spécialisées viennent à vous à l'école de la vie. Jim Rohn a déclaré que des études officielles vous permettront de gagner votre vie, mais l'autodidactie vous permettra de devenir riche. L'accumulation de grandes fortunes exige un pouvoir que l'on acquiert par le biais d'une connaissance spécialisée, hautement organisée et dirigée avec intelligence. La bonne nouvelle est que celui qui désire faire fortune ne doit pas nécessairement posséder cette connaissance. Il devra dans ce cas s'associer avec d'autres personnes pour former ce que Napoléon appelle le groupe d'esprit maître. L'esprit maître est le résultat des efforts et des connaissances conjuguées de deux ou plusieurs personnes œuvrant dans un même esprit d'harmonie en vue d'atteindre un but précis. L'adage dit qu'une seule main n'entoure pas le baobab. L'auteur dit que lorsque deux esprits se rencontrent et unissent leurs forces, ils créent une troisième force invisible et intangible qui peut s'apparenter à un troisième esprit. Tous ceux qui ont impacté le monde ont eu nécessairement recours aux connaissances des autres, car personne ne peut avoir toutes les connaissances indispensables pour un succès grandeur nature. L'imagination, cinquième étape. L'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent toutes les grandes inventions. C'est grâce à leur imagination que Thomas Edison, le célèbre inventeur, a inventé l'ampoule à incandescence et détient le brevet de nombreuses autres inventions. C'est grâce à leur imagination que les frères Wright ont inventé l'avion, ou que Bill Gates a inventé Microsoft, ou Mark Zuckerberg a inventé Facebook ou le groupe Meta. C'est par leur imagination que Satoshi Nakamoto a inventé le Bitcoin et de nombreuses autres inventions. Il vous suffit juste de continuer la liste. Écoutez l'histoire que l'auteur appelle la bouilloire enchantée. Au crépuscule du 19e siècle, un vieux médecin de campagne vint trouver un jeune employé d'une pharmacie nommée Asa Candler pour lui vendre une vieille grande bouilloire démodée. Le commis examina la bouilloire, la renifla, tira de sa poche intérieure un rouleau de billets de banque, soit toutes ses économies, et le tendit au docteur. Il y avait là entré pour tous $500. Le vieux médecin était enchanté de conclure sa vente et d'empocher les $500. Cet argent lui permettait de rembourser ses dettes et lui donnerait la paix de l'esprit. Le commis prenait un gros risque en décidant de jouer ainsi toutes ses économies sur une simple vieille bouilloire. Mais l'étrange performance de cette bouilloire commença à prendre forme une fois que son nouveau propriétaire y ajouta un ingrédient inconnu du docteur. Cet ingrédient s'appelle l'imagination, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Grâce à elle est née la marque de boisson la plus vendue au monde, Coca-Cola. Le secret du succès dans la vie d'un homme consiste à ce qu'il soit prêt à saisir sa chance lorsqu'elle se présente. Benjamin Disraeli. Il vaut mieux allumer une seule chandelle, si petite soit-elle, que maudire l'obscurité. Confucius. Le succès requiert de l'imagination. Il faut faire travailler son cerveau. Nous allons également parler de l'élaboration des plans. Car Joël Photinos a dit, la clarté apporte la prospérité. Pour être sûr de réussir, il faut des plans. Votre exploit ne peut être plus grand que la cohérence de vos plans. Et si les plans ne marchent pas, on change de plan. On ne change pas d'objectif. On change de plan jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Étape 7. L'esprit de décision. La procrastination ou l'indécision est le contraire de la décision et est l'ennemi commun que tous les hommes doivent vaincre. La plupart des gens qui échouent dans leur tentative de gagner beaucoup d'argent sont généralement très influencés par l'opinion des autres. Tous ceux qui n'arrivent pas à faire fortune, sans exception, ont besoin de beaucoup de temps pour prendre leurs décisions lorsqu'ils en prennent et changent ces dernières fréquemment et rapidement. L'une des qualités d'Henry Ford, le célèbre inventeur des marques automobiles Ford, est qu'il prenait très rapidement ses décisions et les changeait très rarement et très difficilement. Napoléon déclare que si vous voulez prendre l'habitude de vous décider rapidement, ouvrez les yeux et les oreilles et fermez la bouche. Car ceux qui parlent beaucoup n'apprennent pas grand-chose. Dites au monde ce que vous avez l'intention de faire, mais pas avant de le lui avoir montré. Étape 8, la persévérance.
Si vous cherchez une formule pour définir la persévérance, je ne saurais vous proposer mieux que l'histoire de Nelson Mandela. Mandela avait pour objectif d'abolir l'apartheid en Afrique du Sud. Cela lui a coûté 27 ans de sa vie derrière les barreaux, mais il n'a jamais renoncé à son objectif. Il a fini par gagner. Il a fini par devenir président de l'Afrique du Sud. Il a aboli l'apartheid. La persévérance est un état d'esprit. Elle peut donc se cultiver. Et comme tous les états d'esprit, la persévérance repose sur des éléments précis. Voici donc les éléments précis sur lesquels repose la persévérance. Un but précis, le désir ardent, la foi en soi, la précision des plans, des connaissances exactes et spécialisées, la coopération du groupe d'esprit maître, la volonté et l'habitude. Laissez-moi vous le répéter pour vous. Un but précis, le désir ardent, la foi ou la confiance en soi, la précision et l'exactitude des plans, des connaissances spécialisées, la coopération du groupe d'esprit maître, la volonté et l'habitude. Sur la route qui mène au succès, nous commencerons par développer votre résilience et votre témérité, car sur cette route, la persévérance est essentielle. Un mentor disait, la décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. Il s'appelle Raoul Wafo. Pour terminer cette partie, nous conclurons en disant que il s'agit d'un ouvrage qui s'est vendu en millions d'exemplaires et qui a aidé un nombre incalculable de gens à trouver non seulement la richesse financière, mais aussi les richesses de la vie, savoir la passion et la joie. Il peut changer votre vie si vous vous émergez dans les idées et les concepts qu'il contient. Le livre lui-même est cité par de nombreux experts de la finance, Mania des affaires et autres gourous de croissance personnelle comme l'un des livres qui ont contribué à façonner leur vie. Qu'en sera-t-il de vous? Je suis convaincu qu'il changera aussi votre vie. Cependant, le livre datant de près d'un siècle, il est donc possible que lorsque vous le lisiez, vous trouviez certains de ces concepts et idées un peu dépassés. Sinon, le livre reste toujours quand même d'actualité et très pertinent. Et je suis sûr qu'il sera encore parmi les meilleures parutions sur l'intelligence financière pour encore de nombreuses années. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser en commentaire vos avis pour pouvoir parfaire les prochaines vidéos. Je vous invite également à aimer et à liker si vous avez vraiment aimé la vidéo. On est ensemble, à la prochaine.